Bonjour, bienvenue au mardi de l'apprentissage. Donc l'OPCO2I vous propose une trilogie de webinaires sur 3 mardis. Donc nous démarrons aujourd'hui, ce mardi, sur les documents contractuels et leurs annexes au niveau du contrat d'apprentissage. L'idée que nous avons pour ce webinaire, c'est de fluidifier les pratiques administratives entre vous et nous, au regard de l'expérience de l'année dernière, puisque c'était notre première année de gestion des contrats d'apprentissage. Et c'est faire le point. Alors, on ne va pas détailler tout le CERFA, mais on va attirer votre vigilance sur la complétude de certains éléments du CERFA, puisque avec l'expérience que nous avons eue l'année dernière, nous allons mettre un focus sur les éléments importants sur lesquels il faut avoir un regard particulier. Alors, je vais vous présenter en quelques points les missions de l'OPCO2I. Donc, c'est l'OPCO des industries. Donc, l'OPCO s'engage dans le développement des compétences des salariés pour les entreprises du champ industriel. Donc, c'est pour permettre aux entreprises de faire face à la transformation des métiers et aux nouveaux défis, donc tout ce qui est environnement, transition numérique, etc. Le rôle de l'OPCO2I par un service de proximité, c'est informer, conseiller et accompagner les entreprises dans leurs projets de formation et de recrutement. Notre rôle est bien évidemment aussi de financer et de faciliter l'apprentissage et la professionnalisation des jeunes. Et nous finançons également le plan de développement des compétences des entreprises. Nous pouvons accompagner les branches professionnelles au niveau de mise en place de certifications. Et puis, c'est travailler avec les branches pour rendre l'industrie attractive vis-à-vis du grand public. Alors, le champ de l'OPCO2I, en quelques chiffres, c'est 32 branches professionnelles qui composent donc l'OPCO2I. C'est près de 70 000 entreprises au plan national pour un peu plus de 3 millions de salariés. Et nous avons 97 500 alternants pris en charge depuis donc, le 1er janvier 2020, démarrage de notre activité en tant qu'OPCO. Et l'OPCO2I, c'est sur tout le territoire national, 800 collaborateurs avec 12 délégations régionales pour assurer le service de proximité. Alors, vous avez ici les 32 branches qui constituent l'OPCO2I. Je ne vais pas vous les détailler. Vous pourrez les revoir avec le replay et le document que nous vous enverrons. Donc, après ces quelques mots d'introduction, on va vous présenter les points clés du CERFA. Donc, ce sujet est abordé par Gaëtan Tissot qui va prendre le relais. Je vous retrouverai pour ma part à la fin du webinaire. Alors, nous allons essayer de voir dans le chat les questions. Vous êtes relativement nombreux inscrits à ce webinaire, plus de 500 inscrits, notamment pour le replay. Donc, nous essaierons de vous communiquer les réponses en fonction des différentes questions que vous avez et nous essaierons de les regrouper. Voilà, je laisse la place maintenant à Gaëtan Tissot qui va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gaëtan Tissot, coordinateur du pôle alternance sur le site de Lyon. Je vais vous présenter et vous rappeler les informations importantes qui doivent être indiquées sur le CERFA. Le CERFA d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui doit être conclu entre l'apprenti et son employeur. Le contrat doit être transmis par l'entreprise dans les 5 jours suivant la date de début du contrat. L'entreprise doit nous transmettre la demande par voie dématérialisée et le contrat est complété en collaboration avec le CFA qui doit correspondre et comporter toutes les informations qui sont
qui sont en cohérence avec la convention de formation et tous les autres documents, la convention de réduction ou d'allongement de la durée en particulier. Le premier encadré du CERFA est la partie de l'employeur. Donc, on ne va pas vous rappeler tous les éléments à compléter sur le CERFA, mais revenir sur les points qui sont importants et qui peuvent avoir un impact pour l'entreprise au niveau des aides exceptionnelles particulièrement. Le premier point, c'est le courriel qui est indiqué en contact avec l'entreprise. Ça doit bien être un contact qui doit être permanent, car c'est par cette adresse mail que l'ASP va prendre contact avec l'entreprise pour le versement de son aide exceptionnelle. Le second point sur lequel il faut faire attention, c'est le type d'employeur. Les entreprises publiques qui ne sont pas concernées par le code OSI ne doivent pas être indiquées. C'est le code, le type d'employeur 29 qui ne relève pas du champ au code OSI. Pour tous les contrats au code OSI, ce ne sera pas possible que ce soit ce type d'employeur. Le point important également, c'est l'effectif de l'entreprise. L'effectif doit bien être celui du groupe total et non pas celui du lieu d'exécution du contrat. Car je vous rappelle, le contrat, le SIRET indiqué doit bien être celui du lieu d'exécution du contrat et non pas le lieu du siège comme on a pu le voir particulièrement l'année dernière. Donc l'effectif est bien celui du groupe complet et le code IDCC qui est très important pour la détermination du coût de prise en charge par le groupe. On vous rappelle qu'il y a un site qui est publié par l'État qui s'appelle cfadoc.fr qui permet, en tapant le SIREN ou le SIRET d'une entreprise, de trouver le pôle compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage en fonction de la branche de l'entreprise. Ce site est mis à jour régulièrement et il est de plus en plus fiable. La deuxième partie, c'est la partie l'apprenti. Il n'y a pas de gros points de vigilance à avoir dessus, si ce n'est les nouveautés qui ont été mises en place avec le nouveau CERFA, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale qui est maintenant indispensable pour le contrat d'apprentissage. Il a été rajouté la possibilité d'indiquer si l'apprenti est un sportif de haut niveau ou non. On retrouve ensuite le fait que l'apprenti bénéficie d'une reconnaissance travailleur handicapé, mais ça, ce n'est pas nouveau. Le point où on va avoir une vigilance particulière, c'est sur la codification de la situation du jeune avant le contrat. Pour les formations qui ont débuté avant le contrat, il faut bien que la codification soit le code 7, sinon le code ne prendra pas en charge la partie avant le contrat, même si l'apprenti a commencé sa formation. C'est bien ce code qui le détermine. Suite à ça, on a voulu revenir sur le dispositif au COEP qui ne devrait plus être d'actualité au 30 juin, mais nous n'en avons pas encore la certitude. Le dispositif au COEP, c'est la possibilité pour un jeune qui n'a pas trouvé de contrat qui n'a pas trouvé le contrat dès le début de sa formation de pouvoir avoir une période de 6 mois de financer. Alors que légalement, le co doit financer dans les 3 mois. Le contrat peut financer jusqu'à 3 mois la formation qui a débuté avant le contrat. Dans le cas où le dispositif serait reconduit, il faut bien noter que si un apprenti signe un contrat d'apprentissage, commence sa formation sans signer un contrat d'apprentissage, il faut bien inscrire l'apprenti sur le site de l'OPCO-EP, car s'il ne trouve un contrat qu'au bout de 4 mois, l'OPCO ne pourra pas prendre en charge le début de la formation si l'apprenti n'a pas été inscrit dans le dispositif OPCO-EP.
Le deuxième point d'alerte, c'est la complétude du maître d'apprentissage. Donc là, il faut bien que le nom, prénom et la date de naissance du maître d'apprentissage soient complétés. Et surtout que la case l'employeur atteste sur l'honneur que le maître d'apprentissage répond à l'ensemble des critères d'éligibilité soit bien cochée, car c'est cette case qui nous permet de justifier que le maître d'apprentissage est éligible et que l'OPCO ne refusera pas le contrat, car cette partie-là fait partie des 4 points de contrôle et motifs de refus que l'OPCO peut donner. Je rappelle juste qu'un maître d'apprentissage peut encadrer 2 apprentis, 2 alternants maximum, plus un alternant redoublant. Que le maître d'apprentissage doit justifier d'une activité professionnelle avec la qualification préparée ou doit justifier de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification. La partie suivante, c'est la partie sur le contrat. Donc, les points d'alerte, particulièrement, ce sont déjà sur le type de contrat. Le type de contrat, ça doit être indiqué si c'est un nouveau contrat d'apprentissage ou si c'est un contrat suite à une rupture ou suite à l'obtention d'un diplôme précédent. On parle bien de succession de contrats d'apprentissage et non pas de succession de contrats d'alternance. Si l'année dernière, l'apprenti était en contrat pro, il faudra bien indiquer un code 11 car c'est un nouveau contrat d'apprentissage et non pas un contrat de professionnalisation. Le deuxième point où il faut faire attention, c'est bien la date de conclusion du contrat. Quand on parle de date de conclusion du contrat, on parle bien de date de signature. L'année dernière, on a eu beaucoup de contrats où la date de conclusion était différente de la date de signature. C'est bien ici que la date de signature doit être indiquée. Et ensuite, nous arrivons sur la partie de la rémunération. La rémunération doit toujours être indiquée sur la première ligne de la première année, même si c'est la deuxième année d'un cycle de formation. On parle bien ici de la première année de rémunération du contrat actuel. Les dates qui sont mentionnées doivent toujours correspondre à l'année calendaire. Le contrat d'apprentissage, la rémunération ne peut pas aller du 1er septembre au 30 septembre sur l'année minime. À partir du moment où l'année civile est dépassée, on devra bien faire évoluer la rémunération de l'apprenti sur une rémunération supérieure. L'évolution qu'il peut y avoir aussi sur la rémunération, c'est s'il y a un changement de tranche d'âge durant la durée du contrat, la rémunération de l'apprenti doit évoluer le mois suivant du mois d'anniversaire de l'apprenti. On vous a indiqué ici les taux du légal, qu'on ne vous rappelle pas, vous devez normalement les connaître. La seule chose sur laquelle on voulait avoir une vigilance sur ce point-là, c'est que l'OPCO, comme l'a précisé Bruno en introduction, l'OPCO 2I gère 32 branches professionnelles et que beaucoup de ces branches professionnelles ont des rémunérations conventionnelles. Comme on peut le voir sur cette diapo, on a pris l'exemple de la plasturgie et du papier carton. On voit bien que, par exemple, pour la branche du papier carton, sur une deuxième année pour un apprenti qui a entre 18 et 20 ans, la rémunération doit être de 55%, alors que légalement, elle est de 51% du SMIC. Les cas particuliers au niveau de la rémunération et de l'impact. Lorsqu'il y a succession de 2 contrats d'apprentissage, la rémunération ne doit évoluer en prenant en compte ce motif. Lorsque l'apprenti signe un nouveau contrat d'apprentissage avec la même entreprise, la règle est que l'apprenti ne peut pas toucher moins que la rémunération qu'il avait l'année précédente.
lorsqu'il signe avec un nouvel employeur, il ne peut pas toucher moins que la rémunération à laquelle il pouvait prétendre s'il avait fait son contrat d'apprentissage dans la nouvelle entreprise. Pour ne pas impacter la nouvelle entreprise de la convention collective de l'ancienne entreprise qui peut être plus avantageuse. Le deuxième point qu'on rencontre assez rarement, c'est la majoration de salaire de 15 points si l'apprenti signe un nouveau contrat d'apprentissage. Ce cas-là, on ne rencontre pas car il y a beaucoup de conditions qui sont à remplir et ça arrive rarement. Les conditions pour avoir ces majorations de 15 points sont que le contrat doit être de moins d'1 an ou de maximum 1 an, que l'apprenti doit préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et que la qualification préparée a un rapport direct avec le diplôme préparé précédemment. C'est un cas qui n'arrive quasiment pas. Le dernier point, c'est que la licence pro doit être rémunérée sur une base de deuxième année. C'est la loi, c'est inscrit dans la loi. Et je voulais revenir sur un point qui n'est pas indiqué sur cette diapo, c'est la rémunération de bachelor. Quand on parle de bachelor, on parle bien de titre professionnel inscrit au RNCP et qui doivent bien être pris en compte. Si c'est un bachelor qui dure 1 an, qui n'est accessible que après un bac plus 2, le cycle de formation sera bien d'1 an et la rémunération sera donc sur une base de deuxième année. En revanche, si c'est la préparation de juste la troisième année d'un bachelor qui peut se préparer en 3 ans, on parle bien d'un cycle de 3 ans et la rémunération pour la dernière année du bachelor sera bien alors basée sur une troisième année car nous sommes bien sur le cycle de bachelor de 3 ans et du coup la dernière année se prépare sur une base de troisième année. On vous a préparé quelques cas concrets au titre de la rémunération et de succession de contrats. Le premier exemple est pour un apprenti qui a préparé une licence pro en 1 an et qui poursuit ses études en apprentissage sur un master, donc bien sur un cycle de master 1, master 2. Le master 1 n'étant pas éligible à l'apprentissage. En licence pro, l'apprenti était rémunéré sur une base de deuxième année. La première année du master, légalement, il pourrait être rémunéré sur une base de première année. Or, comme il y a eu succession de contrats, il doit être rémunéré sur sa première année, sur une base de deuxième année, car la règle est qu'il ne peut pas toucher moins que ce qu'il touchait précédemment. En revanche, sur la deuxième année, il peut rester sur une base de deuxième année, car légalement, c'est le taux qui est à appliquer. Rien n'empêche après l'entreprise de le payer plus, de le payer. Le deuxième exemple est toujours un apprenti qui a préparé une licence pro, mais qui poursuit ses études sur un cycle d'ingénieur de 3 ans. Il est toujours payé sur une base de deuxième année pour une licence pro. Son école d'ingénieur étant sur 3 ans, la première année, il doit être rémunéré sur une base de deuxième année, car précédemment, il touchait déjà une rémunération de deuxième année. La deuxième année, il doit toucher une base de deuxième année, car c'est légalement ce qu'il peut toucher. En revanche, sur la troisième année du cycle, la rémunération doit évoluer sur une base de rémunération de troisième année. Et le dernier exemple est sur un apprenti qui a préparé un BTS sur un cycle de 25, sur une durée de contrat de 25 mois. Sa rémunération était donc première année sur une base de deuxième année, deuxième année sur une base de deuxième année, et il a basculé en troisième année pour le 25e mois du contrat. Dans ces cas-là, l'apprenti était déjà payé sur une base de troisième année, il poursuit son cycle de formation en ingénieur. Sur son cycle de formation en ingénieur, il devra être rémunéré sur une base de troisième année tout au long de sa formation, car il touchait déjà cette rémunération précédemment. La dernière partie du CERFA, c'est la partie de la formation, donc qui doit bien être complétée en cohérence avec la convention de formation.
Les points sur lesquels on voulait revenir principalement, c'est la nouveauté sur le CERFA, c'est l'apparition du code RNCP qui n'apparaissait pas avant. On sait qu'à terme, le niveau de prise en charge des diplômes sera déterminé par ce code RNCP et non plus par le code diplôme. C'est pourquoi il est très important de nous le compléter dès maintenant. Le point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est le CFA et l'UAI. On parle bien du CFA gestionnaire et non pas le CFA et l'UAI du centre de formation, qui peut être différent. Nous, on parle bien du CFA gestionnaire qui va nous facturer et avec qui est plus au contrat. Et le dernier point à ne pas oublier, c'est de cocher l'attestation, enfin la coche, l'employeur atteste disposer de tous les éléments justificatifs nécessaires au dépôt du contrat qui nous permet de valider l'ensemble du contrat. Et je vous rappelle que même si vous n'êtes pas signataire du contrat, le visa du CFA doit toujours apparaître sur le CERFA. On en a fini avec la présentation du CERFA. Je voulais simplement revenir sur les points de contrôle de locaux et pour lesquels ces seuls points peuvent faire l'objet d'un refus. Le premier point, c'est bien évidemment l'éligibilité du diplôme préparé à l'apprentissage, que ce soit un diplôme de l'éducation nationale ou un titre RNCP, et tout doit bien être éligible à l'apprentissage. Le deuxième point de contrôle est le respect de l'âge de l'apprenti. Donc, un apprenti peut signer un contrat d'apprentissage entre ses 16 et 29 ans, à l'exception des jeunes avec une reconnaissance travailleur handicapé, des personnes souhaitant reprendre ou envisageant de reprendre ou de créer une entreprise suite à l'obtention du contrat, pour les sportifs de haut niveau et pour suite à échec à examen. Si un apprenti a signé un contrat d'apprentissage à 29 ans, qu'il fait un cycle de 2 ans, qu'il rate ses examens, il peut prolonger son contrat d'apprentissage et en signer un nouveau. Et pour les mineurs de moins de 16 ans, il est possible de signer un contrat d'apprentissage si le cycle de troisième est terminé. Ensuite, le troisième point de contrôle, c'est le maître d'apprentissage et la présence de maître d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment justifié par le fait que l'employeur coche que le maître d'apprentissage est éligible à exercer cette mission. Et le dernier point, c'est le respect de la grille minimale de la rémunération, où un apprenti ne peut pas être payé moins que la rémunération légale. Je vais tout de suite vous passer la parole à Adrien Campillo qui va vous présenter les autres éléments contractuels pour l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage. Merci à tous. Bonjour à tous, c'est Adrien Campillo, je suis responsable du site de Lyon pour l'aire de Cora. Et donc je vais vous parler désormais des absences, des ruptures et des cas d'avenant qui peuvent arriver au cours de la vie d'un contrat d'apprentissage. Le premier point, c'est concernant la rupture. Donc en cas de rupture, l'entreprise doit transmettre à l'EPCO un formulaire de rupture anticipé de manière à ce qu'on puisse enregistrer auprès de l'administration la rupture de ce contrat. En parallèle, le CFA doit également nous transmettre sa facture et le certificat de réalisation tenant compte de la date à laquelle le contrat a été rompu. Le paiement sera réalisé au prorata de la durée du contrat en respectant la règle que tout mois commencé est dû. Un point particulier dans le cadre du contrat d'apprentissage, de la rupture peut se faire de manière partielle, c'est-à-dire que le jeune peut rompre son contrat avec l'entreprise sans pour autant arrêter sa formation. Dans ce cadre-là, nous maintenons une rémunération sur une durée de 6 mois du niveau de prise en charge pour permettre au jeune de retrouver une entreprise et de poursuivre sa formation. À partir du moment où le jeune signe un nouveau contrat, l'OPCO dont dépend
la nouvelle entreprise enregistre ce contrat et le contrat précédent s'arrête et le règlement se fait également là au prorata temporis de la durée réelle du premier contrat. Dans le cadre des absences, comme nous vous le disions juste avant, tout mois commencé est dû. Donc, lorsqu'une absence est inférieure à 1 mois, elle est payée dans le cadre normal du forfait pris sur le niveau de prise en charge France Compétences. En revanche, lorsque l'apprenti est absent plus d'1 mois, là, les mois seront décomptés. Concernant les avenants. Les avenants, c'est un point important dans la vie d'un contrat. En effet, dès que l'employeur nous informe d'une modification substantielle d'un des éléments du contrat, il doit nous faire passer un avenant. Tout point qui modifie le contrat doit faire l'objet d'un avenant. Nous avons listé les différents types d'avenants qui peuvent se produire au cours d'un contrat. Principalement, les points qui vont générer un avenant, ce sont des points sur la partie employeur, donc en cas de changement du lieu d'exécution du contrat, si jamais l'entreprise change de SIRET, et bien dans ce cas-là, il faut obligatoirement nous faire passer un avenant. Pareil, si la situation du jeune évolue au cours du contrat, par exemple une reconnaissance travailleur handicapé, là aussi, cela fera l'objet d'un avenant. De la même manière, le maître d'apprentissage est un des éléments importants du contrat, donc s'il change en cours de contrat, il faut nous le signaler et le stipuler à travers un avenant. La partie qui concerne plus le CFA, c'est concernant la formation. Si le jeune modifie son parcours au cours de la formation et change de diplôme, là aussi, cela doit faire l'objet d'un avenant qui doit être transmis par l'employeur à l'OPCO le plus tôt possible. Désormais, nous avons prévu de vous faire un petit focus sur la convention de formation. Dans tout état de cause, ce que l'on vous recommande, c'est d'utiliser le modèle qui a été prévu par la DGEFP, car il reprend l'ensemble des points essentiels qui doivent figurer dans la convention de formation. Nous avons choisi de mettre l'accent sur plusieurs points. Donc déjà rappeler que la convention de formation est un document obligatoire qui va formaliser en fait les conditions financières dans le cadre du contrat d'apprentissage entre le CFA et l'entreprise. L'apprenti ne peut être assujetti à aucun coût, ça c'était déjà le cas au préalable. En revanche, ce qui est nouveau, c'est concernant la part libre. Vous savez que le volet taxe d'apprentissage a changé suite à la réforme. Désormais, donc, les 13% de la part libre de taxe d'apprentissage sont à la main des entreprises et ne peuvent en aucun cas cofinancer un contrat. Il ne doit donc pas être fait mention de cette partie-là dans la convention. Les autres points sur lesquels nous souhaitions mettre l'accent sur la convention de formation, c'est le cadre relevant de la formation. Donc, comme vous l'a dit Gaëtan tout à l'heure, il faut bien faire apparaître à la fois le code RNCP et le code diplôme, puisque le niveau de prise en charge sera bientôt déterminé par le code RNCP. Nous indiquer bien évidemment l'intitulé de la formation et les dates auxquelles auront lieu les formations. Et ces informations doivent être en cohérence avec ce qui est indiqué dans le CERFA. Concernant les coûts pédagogiques, là aussi, la convention doit faire apparaître à la fois le coût de la formation, mais également le niveau de prise en charge prévu par France Compétences, le reste à charge éventuel de l'entreprise et indiquer dans le cas d'une rupture qui devra financer quoi et comment cela sera facturé. Un dernier point à faire apparaître et qui a son importance dans la convention, ce sont les frais annexes. Dans l'idéal, il faut effectivement faire mentionner dans la convention de formation les éventuels frais annexes qui devraient être pris en charge, et ça nous y reviendrons un peu plus tard dans cette présentation. Nous vous rappelons donc que le dépôt du contrat se fait par l'entreprise à travers Mon Compte 2i, qui est notre plateforme à destination des entreprises. Chaque entreprise peut avoir un accès sur cette plateforme, et donc sur cette plateforme, l'entreprise réalisera sa demande de prise en charge. Elle devra joindre à sa demande le CERFA ainsi que la convention de formation. À partir de ces éléments, nous allons pouvoir engager le dossier en fonction des niveaux de prise en charge fixés par France Compétences et de la branche à laquelle est rattachée l'entreprise, pour pouvoir déterminer le montant que nous vous paierons directement à vos CFA basé sur le niveau de prise en charge. En cas de reste à charge, pour le moment, nous sommes en attente d'un véhicule législatif permettant aux OPCO de financer ce reste à charge. Dans l'attente, le reste à charge est financé directement par l'entreprise au CFA.
Concernant les modalités de paiement des coûts pédagogiques, donc le paiement se fait au CFA par échéance. La facture pour la première échéance peut être faite dès que le dossier est engagé. Puis pour les échéances suivantes, il faudra nous joindre un certificat de réalisation de la période échue, plus une facture pour la deuxième échéance à venir. Concernant les frais annexes, là aussi, le CFA nous facture en direct. Les justificatifs sont à conserver auprès du CFA et peuvent faire l'objet d'un contrôle, mais nous y reviendrons un peu plus tard sur les frais annexes. Concernant le financement et la prise en charge du contrat. Comme nous vous le disions, la prise en charge est basée sur un niveau de prise en charge qui est défini par France Compétences après proposition des CPNE des branches professionnelles pour chacun des diplômes. Si jamais une CPNE ne s'est pas prononcée sur un niveau de prise en charge ou si une entreprise n'applique pas de convention collective, dans ce cas-là, ce sont les coûts dits carences qui vont s'appliquer. Autre cas possible, notamment dans le cadre d'un nouveau diplôme, il n'y a pas de niveau de prise en charge qui est défini et dans ce cas-là, ce sont les valeurs d'amorçage qui s'appliqueront sur la prise en charge du dossier. La prise en charge est calculée au prorata de la durée du contrat, donc entre la date de début d'exécution et la date de fin du contrat, avec cette règle qui perdure, tout mois débuté est dû au CFA. Là aussi, on vous rappelle, en cas d'absence inférieure à un mois, nous prendrons en charge au niveau de prise en charge validé. Deux points qui nous semblent importants de vous préciser. Si jamais le montant qui est conventionné est inférieur au montant calculé, c'est-à-dire inférieur au niveau de prise en charge, l'OPCO financera au coût réel défini par le CFA dans sa convention. Il n'y aura pas de complément financé à l'entreprise. Si le montant conventionné, en revanche, est supérieur au montant calculé, dans ce cas-là, il y a un reste à charge et comme je vous le disais, pour le moment, c'est l'entreprise qui vous paiera en direct ce reste à charge. Donc, le niveau de prise en charge, comme je vous le disais, est déterminé par France Compétences. Vous pouvez le retrouver sur le site de France Compétences en téléchargeant donc la base documentaire et en vous reportant au deuxième onglet qui indique par formation et par convention collective le montant de prise en charge annuelle pour la formation. Donc, dans ce tableau France Compétences, vous allez avoir plusieurs codes qui apparaissent. Le code diplôme éducation nationale, donc là qui est le code historique, auquel était fait référence jusqu'à présent sur le contrat d'apprentissage, mais également le code RNCP, qui est le nouveau code qui sera applicable et qui déterminera le niveau de prise en charge de votre diplôme. Concernant donc le cas d'une entreprise qui n'aurait pas de convention collective et ou d'un diplôme nouveau, comme je vous le disais, s'il n'y a pas de détermination d'un coût par France Compétences, ce sont les valeurs d'amorçage qui s'appliquent. Ces valeurs seront déterminées en fonction du niveau de la qualification préparée. Lorsqu'ensuite les CPNE et France Compétences déterminent un niveau de prise en charge, on revoit la prise en charge, on la réajuste. Sur ce point-là, nous sommes en attente de précision de la DGEFP pour faire les modifications. Quelques cas particuliers relevant de financement des contrats d'apprentissage. Tout d'abord, on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'un jeune démarre sa formation sans avoir signé de contrat d'apprentissage, la durée légale, c'est 3 mois pour qu'il puisse trouver une entreprise et signer un contrat. Durant ces 3 mois, le jeune est stagiaire de la formation professionnelle et lorsque, dans cette période de 3 mois, il va signer un contrat avec son entreprise, l'OPCO intégrera les mois de formation pris sans entreprise dans le coût qui vous sera financé. Comme vous l'a dit Gaëtan tout à l'heure, jusqu'au 30 juin, il y a une possibilité d'aller jusqu'à 6 mois sans employeur dans le cadre des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place dans le contexte sanitaire. En cas de rupture du contrat, je vous le disais, il y a deux possibilités. Soit le jeune rompt complètement son contrat, c'est-à-dire à la fois avec l'entreprise et il arrête sa formation, mais il peut également rompre son contrat avec l'entreprise et poursuivre sa formation. Dans le cas où il poursuit sa formation, le financement est maintenu durant 6 mois durant lesquels il doit chercher une entreprise pour signer un nouveau contrat. Autre cas particulier, la majoration de 10% pour les contrats d'une durée inférieure à 1 an.
Pour que la majoration des 10% soit applicable, il faut remplir 3 conditions. La première, c'est que donc, la durée du contrat doit être inférieure à 1 an. La dérogation pour réduction de la durée de formation doit être en application d'une convention tripartite. Lorsque l'on parle de réduction, cela veut dire qu'il y a eu une évaluation préformative qui a conduit à une modification du parcours du jeune et à la suppression de certains modules de formation en raison du niveau de qualification du jeune. Troisième point, la certification ne doit pas faire partie des 4 titres enregistrés au RNCP ayant une durée de formation inférieure à 1 an, durée qui a été fixée par voie réglementaire. Dans le cadre où ces 3 conditions sont remplies, il y a une majoration de 10% qui est appliquée sur le niveau de prise en charge proratisé à la durée du contrat, et cela dans la limite du niveau de prise en charge annuel. Dernier point concernant les exceptions, c'est la majoration pour les apprentis ayant une reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Pour les jeunes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé, depuis le 1er janvier 2021, pour les contrats signés depuis le 1er janvier 2021, il y a la possibilité d'une majoration allant jusqu'à 4 000 € par an qui sera versée au CFA en fonction de différents modules qui sont déterminés par le décret. Vous avez le lien pour le décret au bas de cette slide, de manière à pouvoir vous y reporter. La DGEFP a apporté quelques précisions, notamment sur la manière dont se mettait en place cette majoration. Donc c'est le CFA qui va nous indiquer à nouveau le montant de la majoration qu'il aura calculé en fonction de l'application de la grille qui est fixée dans le décret, en fonction des modules appliqués. Le CFA nous indique cette majoration et conserve de part vers lui l'ensemble des éléments justificatifs. Il n'est pas nécessaire de nous fournir ces éléments, ils vous seront demandés uniquement en cas de contrôle. Si la reconnaissance intervient en cours de contrat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cela doit faire l'objet d'un avenant. Si la demande se fait dans les 10 premiers mois du contrat, dans ce cas-là, il y aura un financement possible sur toute la durée de la première année. Si jamais la demande intervient au-delà du 10e mois, dans ce cas-là, il n'y aura pas de rétroactivité et le financement se fera uniquement sur l'avenir du contrat. Dans le cadre d'une réévaluation au cours de la 2e ou de la 3e année, là aussi, en cas d'absence d'avenant modifiant le montant initial, nous maintiendrons notre financement au montant initial. Et ensuite, s'il y a un avenant, dans ce cas-là, les mêmes règles que du précédent s'appliquent. Le dernier point sur lequel nous souhaitions vous apporter quelques précisions, ce sont les frais annexes qui peuvent être pris en charge par l'OPCO et réglés au CFA. Bien évidemment, dans les coûts, on prend en charge les coûts de la formation selon le niveau de prise en charge fixé par France Compétences. Une possibilité sur les frais annexes pour les frais de restauration. Donc, si ces frais sont directement supportés par le CFA, à hauteur de 3 € par repas maximum. Pareil pour les frais d'hébergement. Si jamais ces frais sont supportés directement par le CFA, nous avons la possibilité de prendre en charge jusqu'à 6 € par unité petit déjeuner. Autre catégorie de frais qui peuvent être pris en charge par l'OPCO, ce sont les frais de premier équipement. Nous avons un forfait de 500 € pour les formations industrielles et pour les métiers d'art. Cette prise en charge s'applique uniquement pour la première année du contrat et pour certaines formations qui sont éligibles. Vous avez le lien pour vérifier sur notre site si la formation est éligible ou non à ces frais de premier équipement. Autre catégorie de frais, les frais de mobilité internationale. Donc, dans le cadre d'une mobilité, il y a 2 typologies de frais qui peuvent être pris en charge. Une première catégorie, ce sont les frais liés au référent mobilité. Et là, on peut vous appliquer un forfait de 500 € par apprenti en mobilité. Et la deuxième catégorie de frais liés à la mobilité, ce sont les frais de soutien à la perte de ressources par l'apprenti. Et donc, ces frais sont plafonnés à 800 € par apprenti. L'ensemble de ces frais annexes feront l'objet de plus de détails lors de notre prochain webinaire qui traitera justement des frais annexes et de la mobilité internationale. Je vous remercie et je vais passer la parole à Bruno pour la conclusion de ce premier webinaire. Oui, merci pour votre attention.
Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat. J'ai essayé d'y répondre à certaines. Certaines, enfin, il y en avait quand même un certain nombre, puisque vous êtes un peu plus de 200. Moi, j'ai noté des questions pas mal sur la rémunération. Donc là, effectivement, je vous invite à vous rapprocher de votre 2i en région, puisque au niveau des 32 branches, nous avons à la fois des branches qui utilisent le légal au niveau des pourcentages du SMIC, et nous avons aussi beaucoup de branches qui ont leur propre pourcentage de rémunération, comme ça vous a été expliqué. Donc on ne peut pas, de manière exhaustive, vous les donner toutes. Il faut que vous preniez contact avec votre 2i régional. Alors, vous avez été aussi nombreux à nous demander la mise en place du portail. Donc, celui-ci est en cours et on reviendra rapidement vers vous pour vous donner les éléments complémentaires dès qu'il sera finalisé. Il y a eu pas mal de questions sur les absences. Donc là, enfin, clairement, on finance les absences lorsqu'il y a rupture. On fait du prorata temporis et tout mois commencé est dû. Mais dans le cas où vous avez des cas particuliers, là aussi, je vous invite à poser la question directement à votre 2i Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez donc sur le site public opco2i.fr, vous avez la liste de tous les contacts en région. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez aussi, au-delà des téléphones, vous avez aussi le mail général de chaque des 12 2i de France. Donc, pour des points très particuliers, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et nous vous retrouvons donc pour les prochains mardis de l'apprentissage sur 2 sujets différents mais qui seront complémentaires par rapport à aujourd'hui. On va vous parler des frais annexes au contrat d'apprentissage. Donc là, vous aurez des éléments complémentaires et ça faisait partie aussi de certaines de vos questions. Et puis le 3e webinaire mardi, c'est la vie du contrat et les aides à l'embauche. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez la possibilité de le faire sur le site de opco2i.fr. Donc nous vous retrouvons le mardi prochain pour nos webinaires. Excellente journée à tous et à toutes. Au revoir.